Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et les marchés sont à l'honneur dans Cœur de patrimoine, comme régulièrement on essaye de prendre un petit peu le pouls de ce qui se passe dans cette conjoncture, du côté de nos banquiers centraux, des agences de notation, tous ces mots que vous pouvez entendre dans votre vie économique et qu'il convient de conjuguer avec vos placements, avec votre patrimoine. Et pour ce faire, Hervé Gouletker est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour Cédric. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Cœur de patrimoine, conseiller économique chez Accuracy. Quelle lecture on peut faire justement de ces marchés ? C'est vrai qu'on parle beaucoup des banques centrales, des agences de notation, il y a du mouvement. Ça donne quoi ? Ça nous fait lire les marchés de quelle façon ? Alors, si on voulait traduire cela en un mot, on dirait les marchés sont assez têtus parce qu'ils étaient partis il y a un certain temps, à la fin de l'année dernière, sur une histoire simple. L'activité économique tiendrait le coup, l'inflation ralentirait, et donc, au titre du reflux des prix, on aurait une baisse assez marquée des taux directeurs, les taux d'intérêt à court terme, donc, qui commencerait dès le début de l'année et qui serait d'une bonne ampleur sur l'ensemble de l'année. Là où on en est aujourd'hui, sur l'activité, ça se passe à peu près comme les marchés l'avaient prévu. Ouais. Sur l'inflation, on n'y est pas, c'est-à-dire que il en reste. le reflux est comme stoppé, et donc, les anticipations sur la politique monétaire, sur les taux d'intérêt à court terme, ont été tout de même spectaculairement revues. On ne parle plus aux États-Unis que d'une baisse peut-être de 25 centimes, et puis si on en a 2 ou 3 en zone euro, on dira la performance est à saluer. Donc en fait, l'histoire a quand même passablement changé, mais finalement, si on focalise sur les marchés actions, on ne peut pas dire que ça ait perturbé beaucoup. Ils ont été haussiers. Alors pour le moment, ils sont peut-être dans une période plus stable, plus interrogative. On sait que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais il n'y a pas eu de correction. Ouais. Là où on aurait pu se dire avec la nécessité de revoir l'histoire, on aurait de la pression baissière sur les actions. Malgré tout, il y a une question un peu de calendrier aussi, et notamment de l'autre côté de l'Atlantique, avec la Réserve fédérale américaine, qui est confrontée aussi à un calendrier politique. Or, on sait que dans une forme traditionnelle, il est convenu, c'est pas écrit où que ce soit, mais il est convenu que la Fed ne doit pas ou s'interdit d'influencer la période électorale. Ça limite un petit peu sa marge de manœuvre, non, à notre réserve fédérale ? Les deux lignes de force quand on essaie de mêler politique économique et élections aux États-Unis, la première, c'est que normalement, quand on voit le panorama de croissance aux États-Unis, on vient de le dire, il est plutôt bon. Normalement, ça devrait faire une victoire de sénateur pour le président Biden. Or, on voit que ce n'est pas le cas. Les sondages nous disent qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire qui est-ce qui gagnera. Et face à la surprise que Biden ne soit pas en tête, il y a une inclinaison à dire « et si Trump peut gagner ?» C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la posture de la Banque centrale est de dire « moi, je regarde l'économie, je regarde l'inflation, le chômage, scrogneux, ne me parlez pas d'élection ». Bon, il n'empêche que la Banque centrale rapporte au Congrès, au Parlement américain, et donc ne peut pas être complètement indifférente. Et donc, à un moment compliqué comme celui que l'on vit, c'est vrai que la solution de la neutralité peut être confortable. Il n'empêche que aujourd'hui, la Maison-Blanche, le Sénat, contrôlé de justesse par les démocrates, aimerait bien la divine surprise d'une baisse des taux, parce que ça signifierait que l'inflation a reflué et tout serait plus simple pour Biden. Quant à Trump, il dit « je ne suis pas satisfait du rôle de la gestion monétaire de la Banque centrale. Vous allez voir, je vais remettre de l'ordre dans tout ça. » Donc l'environnement est très compliqué, vraisemblablement assez original pour la Banque centrale. Je pense que dans ce contexte-là, elle va faire simple. Elle va dire, si les conditions sont réunies,
je baisserai les taux avant cette élection, comprendre si l'inflation a reflué. Le pari que l'on peut faire là-dessus. Lisons les ventes de détail, les prix, et c'est tout. Hein. Voilà. Malgré tout, il y a quand même une question, c'est que vous nous avez dit les marchés jusqu'à présent ont plutôt bien vécu les choses, sont restés dans leur scénario, etc. Si le différentiel de taux s'accroît entre les deux rives de l'Atlantique, en clair, si la Fed bouge pas ou peu et que la BCE, elle, bouge plus, ça pourrait jouer sur le dollar, enfin sur l'euro-dollar, sur la parité, et du coup, ça pourrait compliquer un peu l'histoire des marchés, que ce soit d'ailleurs du côté action ou peut-être du côté obligataire. Enfin, tout ça serait peut-être un petit peu compliqué à gérer de façon stable, on va dire. Alors, il y a deux dimensions dans le point que vous soulevez, Cédric. La première dimension, c'est que un peu mécaniquement, si la BCE baisse ses taux, la Fed américaine reste dans l'expectative, ça créerait des pressions haussières sur le dollar, baissières sur l'euro. Et ça serait un peu le paradoxe de l'environnement de la BCE. Elle aurait justifié sa baisse des taux par une inflation qui se comporterait mieux et en même temps, elle importerait un peu plus d'accélération des prix. Donc, ça serait pas très confortable. Ça, c'est pour les anticipations de politique monétaire. Alors, elles ont peut-être pas trop joué jusqu'à maintenant dans le comportement des marchés. Habituellement, ça joue pas mal. Donc, faisons attention. Et puis, le deuxième élément de nature plus technique, c'est que si on insuffle de la volatilité sur le marché d'échange, qu'est-ce qui va se passer sur le dollar, quelles sont les implications sur les taux de change du dollar par rapport à d'autres devises, on pourrait craindre, dans ce cas-là, un élargissement de ce surcroît de volatilité aux autres classes d'actifs. Alors, sur le marché des taux, on le comprend bien, mais si ça s'étendait au marché des actions à un moment où il y a quand même des doutes sur le scénario à retenir, ça impliquerait tout de même, ça allumerait un clignotant, faisons encore un peu plus attention sur le marché actions. Bon, on a dit pas mal de choses sur ces banques centrales et sur un petit peu le driver que ça peut être pour les marchés. On a aussi, ces derniers temps, beaucoup entendu parler des agences de notation. Il y en a 3. Il y en a 2 qui ont a priori confirmé la note de la France. Il y en a une qui a bougé, qui a baissé cette note. Est-ce que pour un épargnant, est-ce que pour on va dire pas un professionnel de marché, est-ce que ça a une importance, ces agences de notation ? Ou bien est-ce qu'il faut savoir les relativiser quand on en entend parler ? Alors, on va dire qu'il faut savoir les relativiser parce que finalement, les agences de notation regardent la même réalité que les marchés de capitaux. Et si on croit à l'idée que les marchés anticipent, normalement, l'information sanctionnée par les agences de notation serait une information déjà intégrée par les marchés. Donc à ce titre-là, on dirait il ne se passe rien. Je pense que c'est quand même un pas qu'il ne faut pas franchir. En fait, il y a 2 réalités dans la notation du souverain français, celui que S&P a dégradé récemment. Il y a un côté fondamental. On dit, oui, il y a beaucoup de dettes publiques en France, dans un contexte de croissance qui n'est pas terrible, et donc ça nous crée un contexte de fragilité pour la remise en ordre des comptes publics. Bon, ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que s'il y a un étouffement de la croissance par trop de déséquilibre des comptes publics, ça éclaboussera tout le monde. Bien sûr. Et l'autre point, c'est de dire, mais techniquement, on est à un moment où il y a de la recherche de placements obligataires, il y a de la recherche de placements obligataires de qualité, et en Europe, c'est l'Allemagne, mais comme l'Allemagne est très prudente dans la gestion... Elle n'a plus grand-chose à vendre, voilà, c'est ça. donc en fait, on se dit quel est le petit Allemand, et si le Français jouait le rôle de petit Allemand, et on dit de ce côté-là, on ne craint rien, mais... Il y a quand même un équilibre entre le fondamental et le technique. Aujourd'hui, on met l'accent sur le technique. Prenons garde que si on n'envoyait pas quand même des messages de sérieux en matière de rééquilibrage des comptes publics, le fondamental se met à peser plus. Et dans ce cas-là, on le sait bien,
tension sur les taux d'intérêt à long terme, toutes choses égales par ailleurs, ça pourrait ne pas être très bon pour les marchés actions. Et du coup, vous voyez plus de raisons d'avoir confiance dans nos marchés ou plus on va dire, d'éléments à surveiller ou de motifs de doute ? Alors, moi, j'appartiendrai à la deuxième catégorie au titre de ce très beau parcours des marchés actions depuis longtemps. On a quand même, alors encore plus aux États-Unis, mais ils pèsent tellement lourd sur la planète marché mondial. C'est 60% de la capitalisation action. On a des multiples de capitalisation, les PER, les Price Earning Ratio, comme on dit, qui sont très élevés. Il y a toujours des anticipations d'amélioration des résultats qui sont bonnes. Bref, il y a des marques de confiance très fortes face à une croissance économique, alors qui tient bien le coup. Mais si on cherchait une dérivée première, dans quel sens sera l'inflexion demain, ça sera plutôt dans le sens de moins de croissance. L'ampleur du moins de croissance, on n'en sait rien. Du côté de l'Europe, on voit bien qu'on est à la peine en termes d'activité. C'est vrai, les multiples de capitalisation sont plus faibles, mais le potentiel de croissance derrière est moins bon. Donc, dans ce cas-là, ça crée une sensibilité aux États-Unis. Donc, moi, j'aurais plutôt envie d'être prudent et j'aurais envie de dire que l'inflation, moi, je me rangerais dans le camp de ceux qui, sans être effrayés, disent qu'on ne reviendra pas facilement au niveau antérieur. Donc, sur les taux d'intérêt, on pourrait continuer à être un peu déçu. Bref, je trouve que le paysage pousserait plutôt à être prudent sur les actions. Et du coup, enfin, on va pas faire une allocation ensemble sur le coin de la table, mais elle ressemble à quoi Enfin, il doit ressembler à quoi, entre guillemets, le bon portefeuille du moment ? Alors, c'est un portefeuille qui est un peu compliqué, pas au titre des actions. Je crois qu'il faut soit être neutre, soit sous-pondérer un peu les actions. Et j'aurais envie de dire que pour ce qu'on a dit sur le change, pour ce qu'on a dit sur le tempo de la croissance, il faut peut-être être un peu plus dollar que euro. La complexité, c'est la classe d'actifs taux d'intérêt. À deux titres. Bon, d'abord, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'ils baissent, ils n'ont pas baissé. Moi, j'ai envie de dire qu'au niveau actuel, je sais pas, un taux 10 ans américain à 4,50 ou 4,60, aller autour de 3 sur un taux à 10 ans français, le potentiel de baisse ne me paraît pas être très important. On a déjà intégré les éventuels assouplissements de politique monétaire. Et puis, il y a la question compliquée de la relation entre les taux longs et les marchés actions. Lorsque vous êtes en environnement de croissance, les taux longs montent et les actions montent aussi parce que vous vous dites, eh bien, la composante de croissance des taux longs et des actions sont orientées à la hausse. Tout va bien. Par contre, si vous êtes dans une logique, je suis un peu désappointé, un peu déçu par ce qui se passe du côté des prix, dans ce cas-là, c'est une logique de prix qui prévaut. Et si il y a un peu de tension haussière sur les taux longs au titre de cette déception sur l'inflation, ça, c'est pas bon pour les actions. Donc, je devrais dire, avec l'histoire que je raconte, plutôt prudent sur les actions, plutôt plus confortable sur les obligations. Et je pense qu'on a du mal à vraiment être confortable sur les obligations. C'est pour ça que je m'en sors en disant les obligations passent sur des maturités trop longues, ne jouons pas du 10 ans, jouons plutôt des maturités courtes ou intermédiaires, du 2 ans par exemple, parce qu'il y a une capacité à être surpris. Quelques conseils pour se positionner. Merci beaucoup Hervé Gouletker et le cabinet Accuracy qui nous accompagnait ce matin. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.